Erhardt, le dos plaqué contre le mur de pierre froid, fixait avec incrédulité la silhouette devant lui. Le visage d'Hilda était déformé par une expression de désir qu'il ne lui avait jamais vue auparavant, ses yeux brûlaient d'une intensité à la fois terrifiante et répugnante. Il tenta de la repousser, mais ses mains refusèrent d'obéir, glissant au contraire sur sa peau nue, comme mue par une volonté propre. « Hilda, arrête ça, qu'est-ce qui te prend ?» Sa voix se brisa sous l'effet d'un mélange de peur et de dégoût. Hilda ne fit que rire, un son glacial qui résonna dans les rues embrumées de Mordheim. Elle se pressa davantage contre lui, son corps nu se modelant contre le sien, alors qu'elle murmurait à son oreille. « Tu ne me désires pas, Erhardt ? Je croyais que tu tenais à moi. » Erhardt frissonna, la nausée lui montant à la gorge. La femme devant lui n'était qu'une parodie déformée de sa camarade, une grotesque caricature de désir. Hilda se retrouvait dans une ruelle qu'elle ne connaissait pas, entourée de bâtiments mêlant pierre et ce qui semblait être de la chair palpitante. Mais ce n'était pourtant pas la chose la plus terrifiante pour elle en ce moment même. Elle serra plus fort sa hachette, son poids froid étant la seule chose lui offrant un semblant de normalité dans ce paysage distordu. « Papa !» Sa voix résonna dans la rue vide, faisant onduler et frémir les structures grotesques comme si elles étaient vivantes et qu'elles réagissaient au son. La silhouette émergea un peu plus des ombres et son souffle accéléra lorsqu'elle distingua son visage plus nettement. C'était bien son père, les mêmes traits cruels gravés sur sa peau, le même éclat de convoitise prédatrice dans ses yeux, celui-là même qui avait hanté les cauchemars de son enfance. « Hilda, ma petite fille... » Sa voix s'infiltra sur sa peau comme des serpents se tordant sous le soleil. Elle recula d'un pas, involontaire, ses doigts se crispant sur le manche de sa hachette jusqu'à la douleur. « Non, c'est pas réel, tu es mort !»« Cela était très difficile, sans toi, mon lit était si froid. » Il s'avança encore, et le corps juvénile d'Hilda fut pris de spasmes d'horreur, tandis que des larmes s'extirpaient de ses yeux. La femme enfant recula d'un pas de plus, son cœur battant dans ses oreilles comme le martèlement implacable d'un forgeron sur son enclume. Chaque respiration lui coûtait davantage, alors que la peur oppressante resserrait son étreinte glaciale autour de sa gorge. Elle tenta de se libérer de la voix rocailleuse de son père, mais se retrouva piégée dans un brouillard de souvenirs distordus et de terreur. « Reste tranquille, ma chérie, ce sera juste comme d'habitude. » Le ton de l'homme était empreint d'une tendresse tordue, réduisant encore la distance jusqu'à ce que son souffle immonde effleure sa peau. Sa main se tendit pour enlacer ses cheveux, ses doigts s'enfonçant tortueusement dans la masse blonde. Elle devait penser, elle devait agir, les instincts forgés par des années de survie hurlaient en elle. Elle devait frapper avant qu'il ne soit trop tard. L'esprit d'Erhardt tournait à toute vitesse alors qu'il tentait de comprendre la scène surréaliste qui se déroulait devant lui. La Hilda qui lui faisait face n'était pas la vagabonde audacieuse et impulsive qu'il connaissait depuis des années. Cette version pervertie d'elle-même était une abomination, une vision cauchemardesque dégoulinant d'un désir malsain qui lui soulevait le cœur. « Hilda, je t'en prie, reprends tes esprits !» Il suppliait de manière désespérée, essayant de garder sa voix stable malgré la peur qui lui rongeait les entrailles. Ses mains lui semblaient toujours aussi lourdes, comme si une force invisible cherchait à le contraindre, à le pousser à la toucher, à céder à cette illusion tentatrice. Et elle ne répondit pas à ses suppliques. Au lieu de cela, elle se pencha encore plus près, son souffle brûlant caressant son oreille. « Pourquoi tu résistes, Erhardt ? Tu veux pas te sentir bien ? Oublier tous tes soucis ?» Il secoua violemment la tête, luttant pour se libérer de l'emprise qui semblait l'enchaîner. Soudain, par-dessus l'épaule de son ami envoûté, Erhardt aperçut la silhouette massive de Boom, qui semblait perdu et confus, appelant son frère dans le brouillard. « Pidgey, Boom a encore cassé maman !» La complainte, à la fois enfantine et terrifiante, tira son regard vers la main du colosse, qui traînait derrière lui le corps brisé d'une femme par la jambe, tel un jouet cassé. Quand la vision d'Erhardt parvint à se focaliser sur l'étrangeté de la scène, il constata avec effroi que la chose que traînait Boom n'était pas une femme, mais une créature anthropomorphe à la peau pâle et aux dérangeantes caractéristiques mêlant à la fois des attributs masculins et féminins.
Sa vue se porta sur les mains du monstre, gigantesque pince de chitine, au moment où il sentit sa chair être déchirée et une langue serpentine lui caresser le visage de manière obscène. La détermination d'Hilda se raffermit, alimentée par une force brute née d'une vie entière de douleur et d'adversité, et poussée par sa volonté de surmonter le fantôme qui lui faisait face. Les souvenirs de son enfance détruite n'étaient plus qu'un combustible, attisant une rage farouche en elle, tandis qu'elle fixait l'apparition de son père. « Tu es mort, je t'ai tué !» Elle cracha ces mots avec une certitude venimeuse, chaque once de douleur transmutée en une déclaration tranchante. « Et même si t'étais encore en vie, jamais je te laisserai me briser encore une fois !» D'un geste empreint d'une fureur désespérée, elle abattit sa hachette de toute la force qu'elle pouvait rassembler. L'arme trancha net à travers l'illusion, brisant l'apparition de son père en une pluie d'éclats éthérés, dont l'écho se répercuta dans les rues cauchemardesques de Mordheim. Un cri strident s'ajouta au son de Brie, un cri surnaturel et horrible. Le corps de son père tomba à genoux, la mâchoire fendue en deux et pendante. Sa peau laiteuse, parcourue par des vénules pourpres, sa poitrine asymétrique, ses cheveux gras, autant de tentacules aux formes obscènes d'apadis masculins, en provenance de différentes espèces connues et inconnues. Hilda écarquilla les yeux quand les pinces préhensiles de son père se mirent à claquer, et qu'il se jeta sur elle, avec une volonté claire de l'éventrer. Son esquive ne fut que partielle, et le crochet osseux déchira ses vêtements et sa chair avec une même facilité au niveau de son abdomen. Mais la douleur n'était rien comparée à la colère qu'elle ressentait suite à cette expérience et la réminiscence de souvenirs qu'elle avait enfouis profondément en elle dans l'espoir de ne plus jamais les revivre. Elle frappa, puis répéta le mouvement, encore et encore, jusqu'à ce que le métal de sa hache ne frappe le sol au travers de la bouillie d'icor et de viande malade qui était devenue le crâne du monstre. Plutôt que de se sentir soulagée par la conclusion sanglante, Hilda tomba à genoux, lâchant son arme souillée et fondant en larmes, son corps parcouru de hoquets nerveux et de spasmes. Même l'écho d'un coup de feu proche ne suffit pas à la sortir de cet état de trauma profond et de brisure mentale. Et ce ne fut que lorsque la main calleuse de Baragor se posa sur son épaule qu'elle parvint à retrouver un semblant de perception de son environnement direct. « Eh Umogi, on dirait que t'as gagné aussi, mais t'as éliminé à avoir acheté un caillou. » Elle observa le nain, dont le bras gauche était barré d'un filet de sang épais. À ses côtés se trouvait Maximilian, pour sa part totalement indemne. Elle trembla, cherchant à répondre, mais sa voix s'étrangla dans sa gorge quand sa vue se posa sur le cadavre inerte du monstre qui lentement commençait à se décomposer, comme consumé par un feu intérieur. Erhardt cracha du sang dans un grognement de douleur. Le liquide écarlate vint s'ajouter à la flaque déjà importante qui teintait le sol à ses pieds, et il eut une saccade, un mouvement sec de l'épaule. Cela provoqua un crissement chez le monstre horrible qui lui faisait face, et la chose retira sa langue de son visage avant de le fixer avec un mélange de haine et de colère. Un nouveau coup de rein acheva de repousser son assaillant, dont l'abdomen était transpercé de part en part par la lame de sa flamberge. La créature émit un dernier sifflement bestial, avant de disparaître lentement dans l'éclat de cendres et de braise d'un feu en fin de vie. Erhardt se laissa alors choir contre le mur où il s'était appuyé, le flanc de son aine déchiré et ouvert sur une blessure profonde, mais fort heureusement non mortelle. La vue de Boom et du monstre était parvenue, au dernier moment, à le sortir de son état de confusion, et ses instincts de combattant avaient repris le dessus, lui permettant d'éviter un coup mortel et de riposter. Uji secoua la tête, perdu. Il s'était retrouvé l'espace d'un instant face à sa mère, mais celle-ci avait soudainement disparu, et il observait autour de lui, constatant la scène étrange. Son petit frère traînait derrière lui un monstre affreux et dérangeant, qui semblait en train de se désagréger. Même chose pour les deux impériaux, le nain et cet étrange bonhomme. Et que s'est-il passé ? La voix du Tiléen attira l'attention de Boom qui se tourna vers lui. Il put alors voir la large entaille qui balafrait le torse de son géant de frère. « Ah Luigi, Boom a trouvé maman, mais maman a fait bobo à Boom alors, Boom cassé. » Luigi secoua la tête comme pour retrouver ses esprits et Maximilian enchaîna de sa propre expérience. C'était particulièrement étrange, je me suis retrouvé face à une version identiquement similaire à ma propre personne, c'était fascinant, elle imitait le moindre de mes mouvements, alors j'ai tenté quelques expériences mais j'ai disparu.
Enfin, l'autre moi a disparu. Mais peut-être que c'était le vrai moi et que... L'homme repositionna son chapeau, écoutant la diatribe de l'inventeur fou, avant de se tourner vers Hilda et Baragor. Les deux furent rejoints par Erhard, apparemment blessé, et dont la main s'appuyait sur la plaie de son flanc pour en réduire l'écoulement. Le nain fut alors celui qui apporta un éclaircissement à la situation. C'était des Zaraluguz, des démons de Slanesh en Reikspiel. On était pris dans une illusion. Erhard observa le Daoui et son ami à genoux à ses côtés, rassuré de voir que tout le monde semblait s'en être sorti indemne, ou presque. Mais alors il ressentit une terrible honte au souvenir de ce qu'il avait vu et de son incapacité à résister à l'influence du démon jusqu'à ce qu'un élément extérieur ne vienne lui rendre ses esprits. Comme pour chercher une excuse à sa propre faiblesse, il s'enquit auprès du nain qui semblait blessé tout comme lui. « Comment vous en êtes sorti ?» Les Daoui sont naturellement résistants à la magie. Alors j'ai tout de suite compris que j'étais dans une fadaiserie, et pour m'enterrer, je m'en suis tiré une. Il releva sa manche pour montrer la blessure par balle superficielle qu'il s'était lui-même infligée pour sortir du piège mental. Puis il tapa sur l'épaule d'Hilda de manière amicale avant de la congratuler. Mais ta donzelle mérite plus des applaudissements, peu cher. Elle a désangué les Zaraluguz toute seule, alors que d'habitude, les Umgal, ils valent pas un peu de lapin face à ce genre de diablerie. Erhard fixa sa camarade, toujours à genoux, et le regard dans le vide. Elle avait pleuré, c'était évident, et malgré l'absence de blessures graves et son apparente victoire, elle semblait en état de choc. Un état de fait qui produisait un contraste étrange avec les flagorneries inhabituelles de Baragor. Hilda finit alors par se relever, lentement, avant de suyer presque mécaniquement l'icor qui souillait sa hache. Il voulut l'interpeller, mais elle lui tourna le dos, s'éloignant en silence et reprenant la route sans même un mot sur ce qui était arrivé. La lame fine de Véronica sortit tel un pointeau du crâne de la dernière créature cornue, dont la peau rouge irradiait de chaleur et d'une odeur de sang qu'étrangement elle ne trouvait pas appétissante. À ses côtés, le corps démembré de Morbag gisait sur le sol de marbre, maintenant teinté d'écarlate. La marquise vampire soupira avant de rengainer son fleuret et de produire un geste du poignet. Le mouvement tordit les vents de magie qui s'accumulèrent tels des fils entre les membres équarris de son assistant avant de les réassembler et de lui insuffler un regain de vitalité morbide. Le nécromancien se releva, passablement surpris, puis se tourna vers sa maîtresse. « Mesdames Véronica, vous avez mes plus chaleureux remerciements pour m'avoir sorti de cette fâcheuse et passablement honteuse posture. Je m'excuse pour mon manque flagrant de... » La voix de Morbag fut coupée lorsque sa gorge se resserra et que les os de sa nuque craquèrent sous une pression invisible. La seigneur vampire passa à ses côtés, semblant n'afficher aucune preuve qu'elle soit la cause de cet étranglement, bien que son implication soit évidente. Elle repoussa du pied le cadavre de la créature qu'elle venait de tuer et qui commençait à se dissoudre dans l'air. Voilà qui est extrêmement ennuyeux. On dirait que ce fichtre de bibliothécaire sait faire plus que se cloîtrer avec ses livres. Morbag sentit la pression sur ses cordes vocales se relâcher, et il osa une réponse. « Que prévoyez-vous de faire, ô puissante maîtresse ?» N'est-ce pas évident ? Il est temps que je m'implique personnellement, à l'instar de notre cher suppôt des dieux noirs.